Combien de personnes en la distance? Ouais. Merci à tous d'être venus aussi nombreux pour cette conférence. Je vais vous présenter donc les user story et story mapping. Et puis je vais m'appuyer comme dit, Jeff Patton, qui est un peu à l'origine du concept de story mapping. Juste avant de commencer, je voudrais évidemment, et pas le bouton. Je voudrais remercier les sponsors, sans qui la JP ne pourrait pas être gratuit depuis 14 ans. Donc, merci sincèrement à tous ces sponsors qui nous permettent de financer ce beau projet. Oui, tous les crédits de cette conférence, comme je vous l'ai dit, reviennent à Jeff Patton, parce que non seulement je vais piquer les idées de son bouquin, et je vais aussi piquer les slides et la plupart des slides que vous allez voir sont tirés de son site qui est que j'ai mis là, et je vous encourage vivement à aller voir parce qu'il y a énormément de matériel, des choses hyper intéressantes, des recettes de cuisine et des trucs et astuces. Donc, je vous encourage vivement à aller sur ce lien pour en apprendre plus, parce qu'il a mis quand même 13 ans de faire ce bouquin. Moi, j'ai 50 minutes. Ah oui, pas l'habitude. Donc, c'est même 40 minutes pour en parler. Donc, j'ai dû faire beaucoup de choix, essayer de retenir les concepts qui me paraissaient les plus importants parmi ceux que je peux appliquer au quotidien et surtout les découvertes que j'ai pu faire. Moi, je suis en fait issu, ça fait de longues années dans la gestion de projet, dans la direction de projet. J'ai voulu orienter ma trajectoire plus sur du management de produit. Et donc, je me suis intéressé plus particulièrement aux user stories avec la question, mais c'est quoi une bonne user story? S'il doit en écrire, s'il en écrit, quels sont les principes, quelles sont les choses importantes à mettre dans une user story pour que ça fonctionne? Et en fait, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout ce que j'imaginais par rapport à concept de user story. Et mon objectif, c'est de faire découvrir ça. En anglais, parce que j'ai voulu aussi garder le texte original de Jeff Patton, je n'ai pas la traduction pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, mais j'ai préféré garder ses propres mots. Donc, les stories, à l'origine, elles sont imaginées, ou en tout cas, elles sont arrivées avec l'objectif de régler deux problèmes, mais aucun de ces problèmes sont liés à écrire de meilleures spécifications, de meilleures exigences. Donc, le premier problème, c'est… Oui, c'est bon, il est passé le cours. Le premier problème, c'est que l'usage de documents pour faire passer des informations de construction d'un software ou d'une spécification, ça ne fonctionne pas. Le deuxième problème, c'est qu'il y a toujours trop de choses à construire dans un logiciel, toujours, et une story à mieux organiser le développement logiciel. En parlant des documents, si on parle du premier problème, que les documents ne fonctionnent pas, la problématique des documents qui sont, ceux qui connaissent les documents de spécification fonctionnelle, les documents de spécification fonctionnelle détaillés, qui sont signés, etc. On a l'impression à la lecture que tout est clair et que finalement chacun a bien compris ce qu'il devait faire. Donc, celui qui l'a écrit, évidemment, celui qui est hier justement sur des personnes qui regardent une image et qui doivent la décrire, et puis d'autres personnes doivent redessiner cette image et on n'a pas du tout le même résultat. Donc, les documents ne fonctionnent pas de la manière dont on pense qu'elles fonctionnent. Alors, Jeff prend dans son bouquin un exemple il faut imaginer un site de commande de pâtisserie où on met un texte à écrire sur le gâteau. Et là, c'est Happy Birthday Daniel, in Italian, French, English. Donc, ça a été la spécification a été respectée, hein, le texte sur le gâteau. Et un autre exemple qui est
Donc, le texte devait être So long Alicia, in purple, avec Stars Around. Donc, on imagine que plutôt des étoiles, mais juste So long Alicia. Donc, c'est un site qui existe qui s'appelle cakerex.com. Il y a plein d'exemples comme ça de mais tout à fait qui était prévu. L'origine des user stories, ça remonte au début des années 2000. C'est Ken Beck qui est auteur d'un bouquin d'Extreme Programming, qui est parti d'une idée simple en disant arrêtons ces documents et je veux bien arrêtons les documents et parlons simplement de ce que donc ah, ça fonctionne pas. Vas-y, continue. Donc le principe, c'est que la personne écrit ce qu'il a envie de faire sur une carte et il va présenter cette carte à celui qui va construire ou qui est la personne qui va construire le logiciel. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. J'ai le petit challenge. Donc, le principe, c'est d'écrire sur une carte, mais l'idée, c'est que cette carte soit un prétexte pour démarrer une conversation, pour démarrer un échange donc oral. Et donc, c'est une base de réflexion. Et le principe, c'est vraiment de faciliter la conversation à partir de mots simples qui vont être écrits sur cette carte. Donc, le principe, c'est qu'on imagine quelque chose, mais le fait d'en parler ensemble et surtout de matérialiser ce qu'on se dit avec des illustrations, avec des diagrammes, des schémas, ça va permettre de visualiser la pensée et visualiser ce qui va être l'objectif qu'on va vouloir construire. Et ce dialogue, il est fondamental pour que, à la fin, l'objectif, c'est de pouvoir avoir une compréhension partagée. Il faut que les gens puissent tous comprendre la même chose grâce à cet échange oral. Et donc, c'est important aussi de travailler sur la base de ces user stories à ajouter un certain nombre de documents. Et là, ce que vous voyez, c'est pas le product owner qui est tout seul à écrire des choses dans son coin. Il y a vraiment une collaboration avec plusieurs intervenants qui vont venir enrichir cette user story au fur et à mesure des discussions. Je vais revenir juste après. Et en fait, Jeff Patton compare ça à une photo de vacances. Une photo de vacances, là, si je vous montre cette photo, vous n'allez pas forcément comprendre où elle a été prise, c'était quoi le contexte, etc. Par contre, tous ceux qui ont participé le jour où la photo a été prise vont se rappeler de ce moment et vont retrouver dans leur mémoire un certain nombre de choses qui ont été dites, de décisions. Et donc, les user stories fonctionnent finalement un peu comme ça. On ne va pas décrire textuellement tous les détails, mais on va faire en sorte que les éléments qui ont été dits et partagés avec tous lors des conversations puissent faire appel à des souvenirs plus tard quand on va reparler de la carte. Et du coup, quand on aura simplement le post-it avec le titre, on va se rappeler derrière qu'est-ce qu'on voulait faire et qu'est-ce qu'on a à construire. Donc, ce qui est important, à comprendre, c'est que cette user story, c'est un prétexte, encore une fois, pour démarrer une conversation et avoir des échanges avec tous les intervenants, tous les acteurs. Donc, ces documents vont être échangés, vont être enrichis par les différents acteurs et les différentes compétences
j'y reviendrai après. Si vous commencez à avoir des documents qui sont écrits et qui sont échangés sans cette conversation, vous n'utilisez plus les user stories comme elles devraient être utilisées. Donc, les conversations autour, donc on parle d'histoire, on parle de telling stories, raconter des histoires plutôt que writing stories. Et les meilleurs documents donc, utilisent des mots ou des dessins pour permettre de se souvenir de ce qui a été dit. Le deuxième problème dont je vous avais parlé, c'était on construit toujours trop de choses. On a tendance à s'imaginer qu'on ne va pas pouvoir sortir telle version d'un produit tant qu'on n'a pas toutes ces fonctionnalités. Ces fonctionnalités sont super importantes. Et la conclusion, c'est qu'il y a toujours trop à construire par rapport aux ressources qu'on a et au temps qu'on a réellement à disposition. Donc, comment les user stories et le story mapping peuvent nous aider à construire ce qui est vraiment nécessaire dans le logiciel. Donc, au départ, dans la situation actuelle, il y a des problématiques, des idées, des choses qui seraient à faire pour améliorer le quotidien de vos utilisateurs, des personnes au sein de l'entreprise, parce qu'il y a potentiellement des mécontentements ou des problèmes à résoudre. Donc, il y a une idée qui se fait jour. Et cette idée, ça peut être un produit, ça peut être des fonctionnalités, des améliorations, des corrections même sur des choses qui ne fonctionnent pas bien. L'objectif, c'est de transformer ces idées dans un produit. Donc, plus tard, notre intention, c'est de construire un produit dans une release. Et le terme qui est utilisé pour ça, c'est output. Output, donc c'est quelque chose qu'on va produire concrètement. L'autre concept, c'est outcome. Donc, c'est difficile de trouver la nuance en fait entre output et outcome. On comprend mieux avec les mots en anglais. Outcome, c'est ce qu'on attend en fait ce qu'on attend comme j'arrive même pas à le traduire en fait. Oui, alors l'impact il est juste après. C'est un peu avant l'impact. C'est ce qu'on attend comme résultat en fait pour l'objectif de notre idée, c'est que ça améliore le quotidien des gens. Donc, on va potentiellement après avoir des personnages qui sourient. Il y en a toujours qui sont pas contents. Ça vous arriverait jamais à satisfaire tout le monde de toute façon. Donc, on va vouloir générer de l'impact. Et donc, le principe, c'est qu'on va vouloir réduire l'output et maximiser l'impact. Donc, on a tendance à travailler essentiellement sur cette partie-là et sans forcément réfléchir sur l'objectif qu'on cherche à atteindre et l'impact qu'on cherche à avoir auprès des utilisateurs ou auprès du marché. Et ça, c'est fondamental. Hop, ça va venir. Donc là, je vais parler des user stories tels que vous les connaissez. Donc là, c'est la première sous ce format-là, paraît-il. Vous voyez la date ici, c'est novembre 2001. Donc, l'idée, c'était de trouver un format pour aider les personnes qui allaient parler autour des user stories à bien parcourir les différentes thématiques qui sont
pour qui est désigné ce qu'on va construire, ce qu'on va faire et surtout pourquoi on va le faire. Donc la formulation en tant que je veux afin de, elle part de ce principe de vouloir bien mettre le focus sur le qui, le quoi et le comment. Ce qui est important, c'est le titre. Parfois, on peut avoir tendance à l'oublier. Il faut que le titre soit suffisamment clair parce qu'en fait, à terme, quand on va quand on va utiliser ces user stories dans la construction du logiciel, on va principalement se baser sur aller aussi rechercher des informations, bien sûr, mais le titre c'est la photo de vacances que je vous montrais qui doit faire évoquer ce qu'il y a derrière. Donc, c'est important ce qui est écrit en dessous, c'est c'est un prétexte pour démarrer une conversation. Alors, on se pose la question de est-ce qu'une bonne user story, il faut que nécessairement elle ait ce format-là. Parfois, ça m'est arrivé, où je rencontre pas mal de gens qui forcent un peu de faire rentrer dans une carte en tant que, alors que ça ne se prête pas forcément à la situation. Quand on veut interconnecter deux systèmes, c'est quoi le qui, enfin, bref, on se pose des questions. Et Jeff Patton, lui, il compare ça un peu à la technique du chasse-neige. Il dit c'est un template qui est bien pour apprendre, donc il n'y a pas de championnat de chasse-neige. C'est pas quand on vous voit faire du chasse-neige, on va pas critiquer parce que on sait que c'est une technique d'apprentissage du ski. Mais il n'y a pas de règle qui dit que nécessairement il faut qu'une user story commence comme ça. Donc ça, c'était quelque part une libération de me dire, mais on a le droit de faire ce qu'on veut finalement sur la user story. Le principe, c'est vraiment de réfléchir autour du qui, du quoi et du comment, mais on n'est pas contraint à un template précis pour que ça soit considéré comme une user story valide. Alors, le cycle de vie des user stories, ça va commencer par ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va commencer à écrire l'idée. On peut utiliser le template ou pas, mais voilà, le principe, c'est de commencer à écrire des choses avec ce qu'on a en tête. La deuxième étape, c'est d'avoir cette conversation et ce partage avec différents profils qui vont pouvoir challenger cette idée. Voilà. Il va y avoir une collaboration qui va se faire autour de cette conversation. Et en fait, la conversation, elle se fait généralement pour qu'elle soit efficace, il faut généralement qu'il y ait trois profils. Certains l'appellent le product trio, los tres amigos. Enfin, il y a différentes dénominations. Il y a Teresa Torres qui en parle beaucoup. C'est pas juste le PO qui va écrire des user stories et qui va donner ça à l'équipe de développement. On a dans la phase de conception et dans la phase de conversation, ces trois profils principaux. Le product manager, c'est celui qui a la vision du business, de l'impact qu'il veut avoir, des utilisateurs, des enjeux peut-être aussi financiers. Et le designer, lui, il va avoir un focus qui va être plus user experience, qui va être comment on va présenter les choses aux utilisateurs. Et le software engineer, évidemment, c'est celui qui va imaginer comment on va faire les choses. Et peut-être qu'avec son expérience, il va apporter des idées qui vont changer complètement la façon de voir ou d'imaginer la user story. Peut-être qu'au lieu de construire d'une certaine façon, on va avoir une autre vision qui est peut-être plus simple, parfois plus compliquée. Et donc, c'est la difficulté parfois de discuter avec des développeurs. Mais il faut qu'il y ait de façon égale
ces différents profils qui puissent collaborer autour de la réalisation de cette user story. J'avais fait, en 2016, j'avais fait une conférence à l'Agile Tour et le titre, c'était au secours, mon client veut faire, entre guillemets, de l'Agile. Et ça, c'est un schéma qui est vrai, hein, qui existe. Peut-être que ça vous parle. En fait, c'est une équipe de développement qui travaille avec un Scrum Master, avec un proxy PO qui fait l'interface avec des product owners, mais qui savent pas forcément, qui peuvent pas forcément d'ailleurs se mettre d'accord. Et puis au final, quand on va finir par mettre en production le produit, il y a un décideur qui va dire mais en fait c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Et ça, j'avais appelé ça le scénario catastrophe. Mais je sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont ce type de... Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Donc l'équipe de développement qui dit ok, c'est quoi mes tâches, qu'est-ce que j'ai à faire, le PO il nous donne pas les requirements, les exigences, ou c'est pas clair, ou il change d'avis, enfin bon bref, on n'a pas du tout en fait ce pourquoi les user stories ont été conçus, ce qui est de travailler ensemble sur une idée, sur une problématique pour en trouver des solutions. La dernière étape il peut y en avoir d'autres, mais j'aurais pas le temps de vous les présenter. Mais en tout cas, l'étape principale, c'est la confirmation. Là, on va se poser la question de comment on va vérifier que ce qu'on a imaginé de produire comme impact ou de produire comme outcome, comment on va confirmer qu'on a atteint cet objectif. Donc, généralement, ça va être le moment où on va écrire des acceptance criteria. On va dire, voilà, pour que la story, on considère qu'elle soit, on peut dire done au sens VOD, si ça vous parle de Scrum, etc. Mais on va vouloir vérifier ces critères-là. Et on va les écrire sur la carte parce que c'est aussi nécessaire de les avoir au moment où on va développer. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'on cherche à vérifier comme résultat pour se dire, OK, ça on a atteint notre objectif. Donc, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je remets, donc ça c'est pas toujours le slide de Jeff Patton, hein, mais les stories sont pas une façon différente d'écrire des spécifications comme on les écrivait avant dans des documents de spécifications fonctionnelles détaillés, je le souhaite peut-être encore. C'est une façon différente de travailler et de collaborer dans un mode agile. Par contre, voilà, ces user stories, on fait des petits post-it, on en met, et on peut être rapidement pris par un certain nombre de user stories qui s'accumulent sur les murs ou sur les Jira. Et on peut finir par perdre la vision. Donc là, j'ai représenté ça c'est à moi ça. J'ai représenté comme des petits blocs en fait des blocs de Lego qu'on imagine pour construire notre logiciel. Et ça finit parfois par on appelle ça le Franken product, c'est-à-dire que on a un assemblage de briques parce qu'on sait qu'il faut faire tout ça, il faut qu'on construise notre produit avec tout ça. C'est tout ce qu'on a imaginé de faire et on perd un peu la vision globale de ce qu'il y a à construire et de ce qui est vraiment important pour le produit. Et c'est là qu'intervient le story mapping. Le story mapping, le principe, c'est qu'on va vouloir raconter une histoire de bout en bout. Et en fait, dans la partie supérieure, on va raconter l'histoire du point de vue de l'utilisateur. Donc, on va commencer par la première étape qui dit, voilà, moi, je suis tel utilisateur. Et je vais d'abord faire ça. Et ensuite, je vais faire ça. Et après, je vais faire ça. Il y a un exercice qui est proposé dans le livre qui est
raconter ce qui se passe quand vous vous levez et que vous allez au travail. C'est quoi les différentes étapes? D'abord, je me réveille, j'ai mon réveil qui sonne, je l'éteins, je vais prendre ma douche, etc. Et en fait, il y a toutes ces étapes qu'on va venir capturer pour avoir un scénario pour un utilisateur donné sur une situation. Et on va sur la partie verticale, en profondeur, ajouter des détails. Parce que prendre son petit déjeuner, c'est global, mais peut-être qu'on va vouloir détailler c'est quoi prendre son petit déjeuner. C'est d'abord faire le café, c'est faire griller le pain, etc. Donc, les détails vont être, ou en tout cas les étapes intermédiaires qui décrivent l'étape principale du haut, va être mise sur la partie verticale. Je vais revenir un petit peu après, mais ça peut donner des choses comme ça. On peut vite avoir beaucoup d'idées. Et en fait, la personne qui est là, c'est Gary Levitt. C'est une personne avec qui Jeff Patton a travaillé parce qu'il appelait au secours. Il avait une idée d'un logiciel et il avait fait appel à une équipe, une boîte de développement type ESN qui est venue avec une super méthode qui s'appelle la méthode Scrum et méthode Agile en disant Gary, toutes tes idées, tu vas les noter tu vas créer des tickets, on va appeler ça des user stories, et on va les mettre dans un backlog et il faudra que tu priorises qu'est-ce qui est le plus important pour toi et nous, équipe de développement, on va réaliser ce logiciel en prenant bien sûr les éléments qui sont prioritaires pour toi. Et en fait, au début, première itération, il y a des choses qui sont visibles, première livraison, très bien, ça avance, etc. Et au bout de quelques itérations, la question c'est, je vois mon budget qui est en train d'être diminué. Il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui sont produites, mais j'arrive pas à voir combien de temps ça va nous prendre pour construire ma vision, ce que je veux faire. Et en fait, il s'est rendu compte avec l'exercice qui a été fait là, il a le sourire, mais au moment où il fait l'exercice, il se rend compte finalement en écrivant sa vision et l'enchaînement qu'il a commencé peut-être par ce bout-là. Et en fait, c'était pas ça l'important pour lui. Il n'avait pas matérialisé le séquencement et ce qui était le fonctionnement de bout en bout sur son produit parce qu'il s'était perdu dans des détails qu'il pensait importants sur le moment, mais en ayant perdu cette vision globale, il a fait un focus sur des choses. Et donc, pendant ce temps-là, le budget diminue, le temps passe et son produit, il ne peut pas le mettre sur le marché. Donc, le principe, en fait, du story mapping, c'est vraiment qu'on ait cette timeline, cette ligne de temps chronologique. Et là, au moment où la photo est prise, tous les utilisateurs n'ont pas été intégrés dans ce story mapping. Il y a eu un focus sur certains utilisateurs, les utilisateurs peut-être principaux, mais on peut imaginer avoir plusieurs story mapping en fonction des profils qui vont utiliser le produit. Alors, idéalement, c'est mieux d'en avoir un parce que vous allez voir qu'il y a évidemment il y a des choses communes, mais ça demande pas mal de travail. Le principe, c'est pas trop de se perdre dans les détails tout de suite, c'est vraiment d'explorer ça s'appelle ça le backbone, donc la colonne vertébrale. Qui c'est qui disait ça j'ai oublié. Alistair Cockburn parle de walking skeleton. Donc ça va être, c'est le premier squelette en fait du produit. Donc le principe, c'est que vous allez avoir cette ligne de temps avec toutes les étapes, le détail, et on va essayer de découper
et de découper horizontalement ce story mapping en fonction des différents objectifs. Le premier peut être, je vise un MVP. Donc, je veux que on puisse avoir quelque chose que je vais pouvoir mettre en production. Donc, sur le principe, j'imagine que la plupart d'entre vous, peut-être, vous connaissez ce slide. Donc là, bah, le principe, c'est que j'ai pour objectif d'améliorer un moyen de transport pour les utilisateurs. Et si je construis mon produit en partant de la roue, les tuyaux, tant que je n'ai pas mon produit final, je ne peux pas l'utiliser. Donc ça va pas bien fonctionner. Et donc l'idée, c'est d'avoir des étapes intermédiaires. Et il y a pas mal il y a plusieurs pages et chapitres dans le livre qui parlent du MVP et des conférences sur le sujet où Jeff Patton est particulièrement agacé sur le terme de MVP parce qu'il dit que, en fait, il y a Eric Ries qui a écrit le Lean Startup qui a une autre vision du MVP qui est le minimum artefact qu'on va utiliser pour apprendre. Et en fait, le minimum viable product, c'est le produit minimum qui est viable, qui est utilisable, qui est viable sur le marché. C'est-à-dire que les gens vont l'acheter, vont l'aimer. C'est pas le skateboard. Donc, on va pas considérer que le MVP, c'est notre skateboard. Le skateboard peut être utilisé pour apprendre des choses. Ça peut être un premier prototype et avoir un feedback. Mais le MVP, c'est plutôt au moment où les gens ici commencent à sourire parce que ça va être utilisable et ça va être viable sur le marché. Si vous sortez le skateboard, il n'y a personne qui va l'utiliser ou presque, et votre produit va mourir. Donc, voilà. Du coup, le principe, c'est qu'on va sur le story mapping, définir quelles sont les étapes, quelles sont les features, les fonctionnalités qu'on va vouloir développer. Et on va avoir donc sur la partie horizontale une première version, une deuxième version qui va venir s'enrichir au fur et à mesure. Donc c'est important ici, le MVP, c'est pas la plus petite chose. Alors, comment je peux le dire en français, le bazar que je peux construire, c'est vraiment quelque chose qui est utilisable sur le marché. Et le titre est important. Votre boulot, c'est de construire moins de logiciels. Parce que ce logiciel-là, il va falloir un moment, il faut le construire, il faut le maintenir. Et c'est pas forcément, ça ne sera pas forcément utilisé. La notion d'incrément, de travail par incrément versus itération. Donc l'incrément, c'est, ça j'imagine, peut-être aussi vous êtes familier avec cette slide, c'est le principe, c'est que si on a un produit qu'on imagine et qu'on le découpe, là, il faut être sacrément doué ou avoir vraiment la vision parfaite de ce qu'on veut faire, parce que si elle tape 3 ou 4, je veux changer le visage, ça va être compliqué. Donc, et le tableau ne sera pas fini avant l'étape 5. Généralement, en tout cas dans un certain nombre d'entreprises, on est piloté par les délais. Et si je sais pas, il y a les Jeux olympiques qui arrivent, ou le championnat de foot, il faut que, la date, elle ne va pas être repoussée. Vous avez obligation d'être prêt à cette date-là. Donc, si on utilise cette stratégie pour être prêt à un événement qui est figé dans le temps, c'est très risqué. Et donc, on va avoir une autre approche qui va être plutôt de commencer à dessiner ce qu'on veut faire et de rajouter du détail et potentiellement de finir avant ce qu'on avait prévu de faire au final.
Mais on a quelque chose qui est utilisable. On a quelque chose qui est… Et Léonard de Vinci disait que finalement, l'art, c'est jamais fini, c'est juste abandonné. Peut-être qu'il aurait pu continuer. Il a travaillé très longtemps sur sa Joconde. Il aurait pu encore continuer à travailler dessus. Et à un moment, il faut dire stop. Et d'ailleurs, la façon de dire stop, c'est qu'on produit, là, la courbe, ça représente la valeur, soit en savoir, soit en valeur produit business. Si la valeur diminue par rapport à l'effort que vous mettez, vous pouvez vous dire que il est temps de s'arrêter parce que vous allez dépenser plus d'argent que ce que vous allez en retirer comme valeur. Donc, une autre façon d'appréhender c'est de découper en ayant en tête ça. C'est-à-dire que vous allez avoir une première couche, c'est notre walking skeleton, et on va rajouter de la chair au fur et à mesure sur notre squelette. Et donc là, c'est les différentes reliefs qu'on imagine à faire. Donc, petit rappel de ça, votre objectif, c'est de minimiser l'output et de maximiser l'impact. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette partie-là en tant que chef de projet, directeur de projet, sur la partie, il faut que tu passes à la suivante, sinon les gens ne comprennent pas. Merci. Sur la partie, voilà, j'ai un backlog, j'ai des user stories et il faut développer ces user stories. On va parler, c'est des termes qui vont vous faire écho. On va parler d'estimation, de vélocité. On va dire que pour être il faut que les user stories soient petites, qu'elles soient estimées, qu'il y ait des acceptance criteria, que ça soit invest. Donc, toutes ces notions-là, ça va être généralement, et je ne sais pas où vous placez, mais généralement, on va vraiment avoir un focus sur la partie build, sur la partie réalisation, comment on va optimiser notre factory, notre usine de développement, pour être plus efficace. C'est pas ce qu'on cherche à faire pour maximiser l'impact, et on ne cherche pas à être plus rapide, on ne cherche pas à avoir une meilleure vélocité, des meilleures estimations, etc. C'est pas lié. Ce qu'il faut, alors la phrase c'est bien de réfléchir à comment construire du logiciel mieux, mais c'est rarement la solution. Et pire que ça, c'est que l'agilité vous aide à délivrer plein de choses plus vite. Et plus vous délivrez vite, plus vous avez the more crap you get, plus vous avez de bazar à gérer. Et donc, si je remets au début, on a les développements d'un côté, on a l'idée de l'autre avec notre qui, notre quoi, notre pourquoi. Ce qui est important, c'est d'avoir cette première étape de est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait pas. Et il appelle ça le output minimizer, qui est top. Il dit c'est votre meilleur backlog, c'est ça. C'est surtout pouvoir faire le tri et retirer des choses. Et donc, on va rentrer, s'il y a un go, il y a cette phase de discovery où on va avoir des discussions avec le product manager, le designer, le développeur. On va découper ces user stories en plus petites. Et l'objectif, ça va être d'apprendre vite. C'est-à-dire que on va pouvoir, on n'est pas obligé de passer dans cette phase-là tout de suite. On peut commencer par faire des prototypes, on peut commencer à faire juste des impressions d'écran et convier des utilisateurs et simuler l'application en disant d'abord vous avez ça et puis après vous avez cet écran. Si vous cliquez sur… On parle aussi de design sprint, par exemple, ça peut être un bon moyen de le mettre ici. C'est d'apprendre avant de vraiment rentrer dans du développement long et coûteux. On peut avoir beaucoup
une phase préliminaire qui va nous faire, être plus efficace. On va essayer aussi de découper en versions. Et là, vous retrouvez, alors quoi de mieux que le story mapping, hein, vous allez mettre vos post-it sur ce tableau, et puis donc les découper à la fois pour viser un MVP, mais aussi pour avoir cette approche incrémentale et itérative. Et puis peut-être que vous allez décider de supprimer certains éléments qui sont finalement plus en lien avec l'objectif ou l'impact que vous souhaitez atteindre. Quelques petits trucs là, parce qu'il reste quelques minutes, qui est là, c'est ma génération, donc ça va peut-être pas parler à beaucoup de gens, mais il le cite. C'est un jeu qui s'appelle Astéroïde. Et donc vous voyez, hein, c'est pas les mêmes interfaces que maintenant. Le principe, c'était c'est un petit vaisseau spatial. Le principe, c'est d'aller détruire des grosses astéroïdes. Et à chaque fois qu'on en touche une grosse, ça se divise en plus petites, jusqu'à avoir des très petites et qui naviguent hein, dans l'espace. Et c'est pas se faire toucher par ces astéroïdes. Donc la stratégie, c'est de pas trop casser ces gros astéroïdes, parce que plus on va les casser, plus il y aura sur l'écran des pierres qui vont pouvoir vous détruire votre vaisseau. Ça fonctionne un peu de la même façon pour les user stories. Le conseil, c'est de ne pas aller trop vite dans le détail, c'est de garder la user story assez grosse au départ, et puis après, vous allez la découper et rentrer plus dans le détail. Mais sinon, si vous rentrez trop vite dans le détail, vous allez être vite noyé et potentiellement détruit. Donc, quelques conseils, non pas pour écrire des meilleures user stories, mais pour raconter des meilleures user stories. C'est surtout vraiment parler du qui, du quoi, du comment, du pourquoi. C'est d'avoir les différentes expertises qui vont faire partie de cette conversation. Encore une fois, ce n'est pas juste le PO qui le fait de son côté et qui le passe à une équipe de développement. Il faut vraiment qu'il y ait cette collaboration et l'apport des différentes expertises. Pensez aussi à donc il y a le scénario nominal, mais pensez aussi à ce qui pourrait ne pas bien se passer. C'est quoi les scénarios alternatifs? Voilà, il faut se poser des questions, il faut essayer de trouver des meilleures solutions. Comment on peut construire différemment? Est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce qu'on peut faire plus simplement? Et puis aussi, combien de temps ça peut prendre? Il y a des techniques, hein, les t-shirts, les tailles de t-shirts qui sont assez connues, mais vous avez le droit. Il y a un exemple qui était cité aussi par Jeff qui dit il utilise des lézards ou c'est un petit gecko pour que c'est petit. Après c'est un lézard. Après ça finit par le Godzilla pour le truc impossible à faire. Donc il y a moyen de rendre aussi un petit peu fun. Les estimations, c'est toujours très compliqué. Donc, si vous faites des choses petites, vous n'aurez peut-être même pas plus besoin de l'estimer. De travailler de cette façon, avec les user stories, peut-être que vous allez regretter le bon vieux temps où, en fait, la seule chose qu'on vous demandait de faire, c'était d'essayer de comprendre les requirements, qu'est-ce qui était demandé par le client, d'avoir sa roadmap, et puis maintenant, votre job, c'était... Alors, avant, votre job, c'était pas de résoudre des problèmes et trouver des solutions, mais c'était quelqu'un qui devait le faire pour vous et d'essayer de comprendre et d'essayer de savoir quelle était la meilleure chose à construire. Là, maintenant, c'est à vous de le faire. Et quand je dis vous, c'est pas juste PO, c'est toute l'équipe de développement, toute l'équipe produit. Et puis en conclusion, ça c'est Jeff Patton qui le dit, mais je me suis retrouvé dans tous les points qu'il a cités. Les choses que j'imaginais les choses stupides que j'imaginais sur les user stories, que les stories soient à usage de documentation,
pour faire des requirements pour une équipe. Que les stories sont petites, bah, pas forcément. On va les découper plus tard, mais les stories, il faut mettre un maximum de choses, des idées, des décisions qu'on a prises pour se rappeler du contexte. Qu'un bon product backlog, c'est une liste de stories priorisées. En fait, un bon backlog, c'est qu'on n'a pas grand-chose dedans. En tout cas, c'est pas juste une liste de stories priorisées, c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé en amont. Et que chaque story a une valeur pour l'utilisateur, bah, c'est pas toujours le cas. Il faut bien le vérifier avant. Et il y a plein d'outils dont je ne pourrais pas vous parler pour vérifier que ce que vous allez construire, ça a un impact. Peut-être juste en dire une sur le site. Je ne sais même plus le site. Bon, je ne vais pas le dire parce que j'ai plus le temps. Tant pis, ça m'en reviendra après. Donc, quelques recommandations de bouquins. Alors, forcément, achetez-le. Il y a énormément de choses qui sont là-dedans. Je n'ai pas pu vous dire tout ce qu'il y a. Il y a plein de choses qui expliquent comment faire le story mapping. J'aime beaucoup aussi Marty Kagan qui décrit les équipes, comme je vous ai un peu présenté, avec une équipe de développement d'un côté et puis le client de l'autre, avec une approche mercenaire plutôt qu'une approche missionnaire. Et donc, super intéressant. Et puis, je vous ai parlé aussi de Teresa Torres sur le Continuous Discovery avec le trio. Comment faire on fait des itérations sur la phase de développement, mais on fait rarement des itérations sur la phase de discovery. Et voilà, juste un petit message pour vous dire qu'il y a le forum ouvert tout à l'heure à 14 h, donc n'hésitez pas à continuer la conversation cet après-midi. Et puis, j'en ai terminé. Donc, voilà, petit rôti express pour ceux qui ont regardé. Il n'y a pas de réseau. Bonjour. Bonjour. Merci pour ce talk. J'ai une question dans votre expérience. Est-ce que vous, pardon, de conversation sur les user stories, est-ce que vous arrivez à naviguer avec des critères d'acceptance? Aucun, peu, ou pas du tout? Pas du tout. Ces critères d'acceptance, alors, on commence par formaliser l'idée. Effectivement, après, il y a cette conversation qui se met en place. On définit ce qu'on veut construire, et c'est là qu'arrive cette phase d'acceptance, de critères d'acceptance. Même qu'a priori, vous en connaissez certains critères d'acceptance. Oui, ça peut arriver. On n'est pas... si on les connaît, autant les marquer. Parce que c'est vrai que moi ce que j'ai pu constater, c'est vrai que souvent, quand on arrive avec une story, même si elle est écrite de façon courte, mais avec une tonne de critères d'acceptance, souvent, il peut y avoir un rejet un petit peu de la dev team, en disant, ouais, il y a tout ça à lire. Ouais. Ah oui, oui. Pas l'impression d'avoir participé, et ça crée une frustration. C'est exactement ça. Généralement, l'équipe de développement, elle ne lit pas les user stories. Donc, vous mettez beaucoup d'efforts à écrire la user story. Il faut passer par cette phase d'explication, de conversation, pour générer ce qu'on appelle tout à l'heure le shared understanding. C'est vraiment la compréhension partagée sur ce qu'il y a à faire. Et si vous prenez la user story et c'est dans un Jira et le développeur la prend pour la faire, ça peut fonctionner, mais voilà, il peut y avoir des écarts de compréhension. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question sur la partie un peu technique. Là, on a parlé beaucoup d'utilisateurs. On sait tous qu'il y a un moment où il faut mettre un peu les mains dans l'architecture, la technique, qui donc n'est pas la part utilisateur. Comment on fait pour intégrer ces petites tâches dans un process à base de user story très orienté? C'est le problème que je décrivais au début en disant le template, parfois en tant qu'utilisateur,
je veux, etc. Quand c'est des tâches, on va dire, ou des besoins techniques, on doit, je sais pas, il faut qu'on passe telle version, ça va être une tâche technique qu'on va mettre. En fait, toutes ces tâches doivent servir à une fonctionnalité utilisateur. Donc, ça va faire partie du découpage qu'on va faire d'une fonctionnalité dans le produit qui va être décrite et attachée à cette story. Après, il peut y avoir des stories purement techniques. Il y a un cadre qui existe, mais il n'y a personne qui nous dit « Ah ben non, on ne peut pas écrire je veux faire cette montée de version parce que c'est plus supporté. » Ce que je veux dire, c'est par exemple, il y a une montée de version. Ça, c'est à aucun moment un utilisateur qui va dire Ouais, on a vu une montée de version. C'est des choses qui reviennent de l'équipe technique. Ouais. Et du coup, dans le process, comment elles sont réintégrées? Elles repassent par le PO qui fait une technique. Ça passe le process normal ou ça s'intègre un peu plus tard? Enfin, c'était ça la max. Ça fait partie du backlog. À un moment, ça va rentrer dans le backlog. Là, sur des aspects très techniques, il faut qu'il y ait un consensus, évidemment, sur la priorisation. Quel est l'intérêt de faire cette montée de version maintenant? Est-ce qu'on peut attendre? Voilà, il y a une stratégie qui va être définie avec les parties prenantes. Mais ça ne va pas forcément passer par un process de on met un designer, un product manager, on met dans le backlog, il faut le faire, et puis on construit dans le produit. C'est pas le jour qui l'écrit en tout cas. Oui, c'est clairement. Et ça, je ne sais pas s'il y a des développeurs dans la salle, mais est-ce qu'il y a des développeurs qui participent à l'écriture ou à mettre des choses dans les user stories? Généralement, ce n'est pas le cas. Et ça ne doit pas être interdit, en fait. Au contraire, il faut que chacun vienne compléter. Ce que je n'ai pas vu aussi dans le trio, là, en tout cas, ce qu'on fait, c'est qu'on a une QA aussi. Ouais. Une belle action d'écrire, etc. Parce que si on a le QA qui arrive à la fin, il faut tester quoi, il n'a participé à rien. Il y a un vrai problème. Oui, mais il y a plein de rôles en fait on parle du trio, les 3 personnes principales, ou le minimum, quoi, mais effectivement il y a plein d'autres acteurs qui auraient intérêt aussi à participer à la conversation. Je vais faire regarder aussi s'il y a des questions sur le chat. Ça peut rebondir à ce qui a été dit plus tôt, effectivement, une des manières de pouvoir. C'est soit de lier à ce fonctionnel. Ouais. C'est ça. Ou alors de considérer que les utilisateurs de l'application, ce n'est pas seulement le clavier qui appuie sur une souris, en fait. C'est-à-dire c'est aussi l'utilisateur technique, c'est aussi le mec qui a déployé l'appli avec ses quels conteneurs, etc. C'est aussi quelques développeurs qui ont l'application de façon. Effectivement, quand on produit ces users-là, il y a plein de choses qui ne sont pas respectées, sous template, qui sont faites comme on veut faire, ou le faire de ce contexte. Oui, complètement. Ouais, le micro qui parce que c'est. Il faut que les gens à distance entendent. Je voulais savoir, est-ce que vous n'arrive pas à être d'accord, qu'il y ait cet échange, etc., cette collaboration, mais qu'on n'arrive pas, que ça patine. Qu'est-ce que fait? Il ne faut pas développer. Je pense qu'il faut. C'est important d'arriver à ça parce que parfois, on n'a pas ce constat, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur. Parce qu'il n'y a pas la conversation, on dit c'est requirement. Et Jeff Patton dit il a une expérience comme ça à un moment où on lui dit voilà le requirement, et il pose la question, il dit mais c'est pour qui? Ok, ça va être quoi l'impact de développer ça? Et la personne l'a regardé en disant je ne comprends pas ce qu'il veut. C'est les requirements. Donc il a dit ok, requirement égale shut up. C'est faut faire. Et donc si on est dans cette situation où on prend et on fait en disant c'est ça qu'on nous demande, à terme ça peut poser des problèmes. Donc il faut avoir cette conversation, avoir le constat qu'il y a un problème, et surtout ne pas aller plus loin les étapes d'après tant qu'on n'a pas résolu le problème. Bonjour. Moi, je pense que c'est. Le problème, c'est qu'on est un peu scolaire à vouloir appliquer des méthodes parce que c'est rassurant. On dit, voilà, c'est ce que Scrum dit qu'il y a un product owner qui fait ci, qui fait ça.
je pense qu'on a perdu un peu le sens d'une manifeste agile avec la collaboration entre les individus. À vouloir, justement, on est trop rentré dans le plus de méthodes et moins de collaboration. Et surtout avec la distance, c'est encore pire, ça n'aide pas à faire ce type de dialogue où finalement on se met autour d'un tableau, on dessine des choses ensemble. Donc les tips, ça serait vraiment que chacun de l'équipe soit porte ce message aux autres en disant voilà, moi je veux participer à la construction en amont. Je veux pas juste être exécutant de ce qu'on me demande de faire, mais je veux comprendre pourquoi on le fait et donner mon avis en amont avant de faire. Et je veux participer à l'écriture. Après, c'est pas forcément. Ouais, il y a des résistances il faut convaincre. Merci. Oui. Est-ce que vous avez demandé dans les tips relatifs à la théorie, pratique, est-ce que oui, c'est pas cette raison, est-ce qu'il y a des tips qui va partager à partager qui permettraient d'arriver à cette c'est la phase, c'est vraiment la phase en. Si vous vous rappelez du slide où il y a la partie développement d'un côté et la partie idée, c'est vraiment la partie au milieu où pour minimiser ce qu'on va lancer en développement, c'est de prototyper ou c'est de lancer, c'est de vérifier avant de faire si ça va avoir un impact. Je me rappelle de mon exemple, là, c'est sur TripAdvisor, le PDG de TripAdvisor qui dit avant, on a une idée de créer une newsletter pour ceux qui sont intéressés pour le ski. Et donc, avant de réfléchir à ce qu'on va mettre dans cette newsletter, ce qu'on va faire, on va déjà vouloir savoir si des gens sont intéressés pour cette newsletter. Ils vont mettre un lien sur leur site. Inscrivez-vous à la newsletter du ski et ça va rediriger vers un truc, cette fonctionnalité n'est pas encore disponible ou voilà, merci pour votre intérêt, on vous tient au courant. Ils vont mesurer s'il y a des gens qui sont intéressés. Et si oui, ils vont faire cette newsletter. Plutôt que de dire oh, ça va être génial, on va faire cette newsletter et puis finalement le mettre et il y a peu d'intérêt. Donc c'est pouvoir avoir la possibilité d'avoir des preuves que ce qu'on va construire, ça va être utile pour réduire le coût. Bonjour, c'est vrai que ça rajoute un petit peu j'adore l'agilité. Une dizaine d'années, je suis Théo et bravo pour votre question, c'est super clair. C'est vrai que la rédaction des budgets, c'est toujours un truc. Tu peux un projet technique là depuis un an et demi sur une question un peu de programme, mais c'est censé que l'agilité, elle répond à toutes les problématiques du projet. Non, il faut arrêter l'agilité. En fait, c'est quoi l'agilité? L'agilité, c'est quoi? C'est Scrum? C'est parce que souvent on dit agilité égale Scrum, et donc Scrum n'est pas forcément adapté à ça. L'agilité dans le sens où en fait, j'ai toujours pensé ça, il faut prioriser l'écriture technique, et en fait, en ça, on a vu que dans un premier process, en fait, pour arriver à la fin, on a fait beaucoup plus d'efforts. Je vais pas faire des rework d'archives. Ouais. Honnêtement, et j'ai été convaincu par mes élèves, mais je ne croyais pas, parce qu'en PO, c'est vraiment, on va d'abord prendre quelque chose qui marche, et après, on va du refactor pour faire les autres fonctionnalités. On est allé dans un tunnel, c'est un point de ressources technique. Et on est allé dans un effet tunnel, on a fait couche par couche, on a limité à fond, du coup, le refactor, puisque l'archive, on l'a fait dès le démarrage, et ça, donc c'est juste. Moi, mon expérience là-dessus, c'est revenir sur le walking skeleton. Là, c'est viser d'avoir quand même une réflexion sur où est-ce qu'on veut aller et pas commencer par le skateboard sans imaginer qu'on va construire la voiture derrière. Parce qu'il faut vraiment avoir ce travail de réflexion qui peut être long avant qu'on commence vraiment d'architecture globale. J'ai un projet avec Jean Sylvain où on a besoin d'avoir cette vision technique globale où on pose les bases et après on peut commencer les itérations. Ça veut dire que du coup, vous avez une réunion, est-ce que vous posez toute l'archive au démarrage, quitte à aller dans un effet tunnel? Je ne parle pas de développement, je parle de vraiment conceptualisation. Parce que le risque, c'est de commencer à faire des petites itérations
en se disant, voilà, en avant. Et puis, en fait, on arrive dans une impasse parce que finalement, notre logiciel, il ne va pas permettre, si on n'a pas réfléchi qu'on avait des millions d'images à gérer sur un projet et qu'on part sur une solution qui n'est pas adaptée et puis qu'à un moment, on se dit, ah bah tiens, il y a des millions, l'impact, il est énorme. Donc, il faut vraiment se projeter sur l'architecture globale du projet avant de la mettre en œuvre. C'est mon opinion et mon expérience. Ouais.